L'histoire des Juifs américains, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. La fin de la guerre marque le remords de beaucoup de Juifs américains et d'institutions américaines. Remords d'Hollywood qui, avant-guerre, par crainte et caractère timoré des dirigeants des grandes compagnies, n'avait pas mis en avant le sort réservé aux Juifs en Europe, Hollywood se réveille lorsque les États-Unis entrent en guerre et participent à l'effort de guerre avec de nombreux films anti-nazis et patriotiques, ne serait-ce que la célèbre série des Pourquoi nous combattons, avec de grands metteurs en scène qui filment les combats, l'effort d'armement des États-Unis et la libération de l'Europe et d'une partie du Pacifique, puisque la guerre durera plus longtemps dans le Pacifique. Remords des institutions juives qui n'ont pas pu ou n'ont pas su mesurer réellement ce qu'était la situation des Juifs d'Europe, au moins les premières années, et qui, à partir de la libération, vont aider considérablement les personnes déplacées, ces Juifs qui ont survécu au massacre, mais qui ne veulent pas rentrer dans leur foyer ou s'ils restent de leur foyer en Europe de l'Est, craignant avec raison soit l'antisémitisme local, soit la mainmise des communistes sur ces pays, avec ce que cela peut comporter pour les libertés individuelles. Remords enfin des institutions américaines, des institutions publiques, qui n'ont rien fait pour aider les Juifs. En 1939, Roosevelt, pas de gaieté de cœur, mais en raison des pressions et des lois fédérales, n'autorise pas le débarquement des passagers du Saint-Louis, qui est obligé de retourner en Europe, et une proposition de loi proposée par des congressmen comme Wagner, qui propose d'accueillir 20 000 enfants, est repoussée par le Congrès en raison du caractère isolationniste. Pendant la guerre, il ne se passe rien et les États-Unis refusent de recevoir des réfugiés parce que le département d'État bloque, alors que Roosevelt lui-même avait donné des ordres. Et il a fallu qu'ils se mettent véritablement en colère en janvier 1945 pour qu'on commence à accueillir des réfugiés. Mais il est quand même bien tard. Et ce remords va peser sur la suite des événements concernant le Proche-Orient. L'administration américaine qui soutient l'administration anglaise n'est pas favorable à la création d'un État juif et n'intervient pas trop en ce qui concerne l'immigration en Palestine. Elle accueille, c'est vrai, à partir de 1945, un certain nombre de réfugiés, et il y aura à peu près 400 000 réfugiés qui vont pouvoir aller aux États-Unis, dont au moins 200 000 juifs, et puis un peu plus après, les États-Unis vont accueillir 1 400 000 personnes au total jusqu'au milieu des années 50. Mais sur la question de la Palestine, il y a beaucoup de réticences américaines parce que Roosevelt, en revenant d'Yalta, avait passé un accord pétrolier important avec le roi Ibn Saoud et ne voulait pas aller contre ce nouvel allié parce que le département d'État dirigé par George Marshall était assez largement antisémite. George Marshall lui-même étant connu pour ses positions anti-juives. Mais Truman, lui, va décider de voter pour le plan de partage à l'ONU en novembre 1947
pour plusieurs raisons, parce que l'URSS soutient le jeune État, ça ne durera pas longtemps, mais l'URSS soutient le jeune État d'Israël pour faire pièce à l'Angleterre au Proche-Orient, parce qu'il est sensible au drame des Juifs, parce que les institutions juives poussent à la création de l'État d'Israël, et finalement, Truman va non pas s'abstenir comme il en avait sans doute l'intention au début, mais il va voter pour le partage de la Palestine et la création d'un État juif. Là, le remords joue également à plein, et tous ces remords accumulés facilitent les choses pour bon nombre de juifs, mais ne règle pas tous les problèmes aux États-Unis.